Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette réunion de ce soir. Alors, je me présente. Je m'appelle Pauline Clément-Rossi et j'occupe la fonction de responsable de centre Tremplin Sup, Galien Tremplin Sup pour être plus exact, de Dijon. Donc, afin que cette conférence se déroule au mieux, je vous recommande de couper les micros et puis de ne pas activer vos caméras. Ça nous permettra d'avoir une bande passante un petit peu plus riche. Alors, je pense que c'est déjà fait pour la plupart d'entre vous. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse quelques instants pour pouvoir le faire. Et je vais en profiter pour vous présenter le co-animateur de cette conférence de ce soir, que je remercie par avance, Monsieur Pierre Torres, qui sera présent avec nous toute la soirée, pendant toute la conférence, pour répondre à vos questions via le chat notamment. Donc, Bonsoir à tous. Concernant cette réunion, elle va se dérouler en trois grosses parties. Donc, premièrement, on va commencer par la présentation des métiers paramédicaux scientifiques, à savoir audioprothésiste, orthoptiste, ergothérapeute et psychomotricien. Et puis, nous verrons ensuite les différentes modalités de sélection pour intégrer une de ces écoles. Et enfin, la dernière partie portera notamment sur l'accompagnement galien que nous proposons pour pouvoir vous accompagner vers la réussite et notamment vers l'intégration d'une de ces écoles. À la fin de chacune de ces parties, vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions. C'est également le but de cette réunion. Et parallèlement à la présentation, si vous avez des questions à poser, Pierre Torres pourra y répondre directement via le chat. Bon, après, comme nous ne sommes pas beaucoup ce soir et que la réunion est conviviale et familiale ce soir, n'hésitez pas à prendre la parole directement, hein, ça sera également plus dynamique et plus simple pour nous de pouvoir y répondre. Donc voilà, à la fin de chaque partie, on reviendra vers vous si vous avez des questions. Donc, on va pouvoir commencer cette réunion. Je vais partager, pour commencer cette réunion, mon écran. Donc, nous allons, comme je vous l'ai présenté juste avant, faire un focus métier par métier. Hein. Donc, les métiers qui vous seront présentés ce soir sont tous riches d'enseignements. Pour exercer tous ces métiers, nous mettons souvent l'accent sur l'écoute, la patience, la résistance, ainsi que le travail en équipe. Ce sont également des métiers qui sont extrêmement terrain et qui vont vous demander beaucoup d'implication. Et donc, nous reviendrons sur l'intégralité de ces éléments au cours de notre présentation. Donc, on commence cette première partie par le métier d'audioprothésiste. Alors, l'audioprothésiste est un technicien professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il conçoit, il réalise et il adapte des prothèses auditives qui sont destinées à des patients malentendants. Il travaille principalement sur prescription médicale et principalement sur prescription médicale du médecin ORL. Alors, une fois que l'appareillage est mis en place, il va assurer un suivi régulier du patient, bien évidemment. Et puis, il peut également mettre en place de la rééducation auditive, là aussi principalement sur prescription médicale. Alors, l'audioprothésiste a également un rôle de prévention sur les nuisances sonores. Alors, où va exercer ce professionnel? Eh bien, il exerce majoritairement en secteur privé, en tant que salarié des grandes enseignes, pour 65% des salariés ou des professionnels. Bien souvent, il s'agit de franchises faisant la double compétence, on le voit fréquemment, optique et audioprothésie notamment. Nous pouvons également trouver des audioprothésistes en secteur hospitalier et même en tant qu'indépendants. Alors aujourd'hui, le marché est en expansion, puisqu'à ce jour, seulement 20% des personnes souffrant de déficience auditive sont appareillées. Voilà. Alors, les compétences qui sont attendues pour ce métier sont multiples. Bien évidemment, de l'écoute, de la patience et du respect, puisque vous êtes au contact de clients ou de patients plutôt. Des qualités commerciales, car vous allez devoir travailler pour la plupart des étudiants sortant des écoles. Alors, 2 petites secondes. Pierre, tu me disais qu'il fallait que je me mette en diaporama, c'est ça? Alors moi, je le vois en diaporama. Je ne sais pas si... Apparemment, tu ne le vois pas en diaporama.
Oui, tout à fait. En fait, on était sur une diapo avec des chiffres, voilà. Donc là, on a la bonne diapo, je pense, et tout le monde voit la bonne Bon, diapo. Ouais. Tout à super. fait. Eh bien, écoute, Très bien. en fait, moi, j'avais le bon écran devant moi, c'est pour ça, je m'en excuse. D'accord, très bien. Donc, on continue sur audioprothésiste et notamment les compétences. Donc, des qualités effectivement commerciales, donc, car vous allez devoir travailler pour la plupart des étudiants sortant des écoles, comme nous l'avons justement dit avant, dans des franchises, hein, où la vente de ces appareillages sera bien évidemment attendue. De la minutie et de la technicité, hein, car les prothèses auditives nécessitent une manipulation douce et précise. Et puis, voilà, ce sont principalement des pièces de petit format. Et puis, un sens du contact, puisque vous êtes en permanence au contact des patients, bien évidemment. Donc, on poursuit désormais avec le métier d'orthoptiste. Alors, un orthoptiste, c'est un expert de l'œil. On l'appelle également le kiné de l'œil. Et il collabore avec l'ophtalmologue qui l'accompagne, notamment sur tout ce qui est rééducation visuelle ou examen de la vue. Hein, et ça, c'est notamment en cabinet d'ophtalmologie. Il assure également un suivi régulier du patient. Alors, où exerce l'orthoptiste? Il exerce le plus souvent en libéral pour 80% des professionnels du secteur. Et pour les 20% restants, ce sont des salariés qui exercent dans des cabinets d'ophtalmologie où, comme je l'ai dit précédemment, il accompagne l'ophtalmologue sur des examens de la vue. Ce sont en règle générale, quand on porte des lunettes, les premières personnes que l'on voit avant d'arriver devant le médecin. Et là aussi, nous pouvons également trouver des orthoptistes en secteur hospitalier ou en centre de rééducation. Alors, concernant les compétences attendues pour ce métier, elles sont là aussi multiples, bien sûr, de l'écoute, de la patience, du respect également, du sens du contact, hein, on revient toujours à ça, de la technicité également, hein, car l'œil est une partie du corps qui est extrêmement complexe, hein, voilà, donc il faut pas mal de technicité, et puis de la créativité, notamment dans le cadre de la rééducation. Désormais, concernant le métier d'ergothérapeute. Donc, le métier d'ergothérapeute est vaste également, puisque ce dernier collabore avec les médecins dans le but d'aider les patients atteints d'un handicap à gagner en autonomie, au travers notamment de la rééducation du geste. Donc, il va, au-delà de la rééducation même du patient, également réadapter l'environnement du patient pour qu'il puisse gagner en autonomie. Ses rôles sont multiples, hein. Il collabore avec les médecins, il travaille sur prescription médicale et il a un rôle primordial dans le retour à l'autonomie, hein, bien évidemment. Là aussi, le suivi du patient est important et à cela s'ajoute un suivi qui est plutôt régulier. L'ergothérapeute exerce majoritairement en tant que salarié. Alors, il peut également exercer en milieu hospitalier, en centre de rééducation ou de réadaptation. Dans une moindre mesure, on peut également le trouver en centre industriel, en mutuelle, mais également en complémentaire santé. L'ergothérapeute peut également exercer en tant que libéral. Et là, l'ergothérapeute pourra apporter son expertise, notamment dans les milieux tels que l'immobilier ou dans le milieu juridique. On peut potentiellement parfois lui demander une expertise voilà, dans ces milieux-là. Concernant les compétences qui sont attendues pour ce métier, alors là aussi, elles sont multiples, hein. On a vu qu'il y avait quelques dénominateurs communs sur tous les métiers du paramédical que nous avons vus jusque-là, hein, de l'écoute, de la patience, du respect, mais également le sens du contact. À cela s'ajoute un travail en équipe, hein, donc il faut voilà, une certaine capacité d'adaptation, puisque l'ergothérapeute travaille avec beaucoup de kinés ou de psychomotriciens, hein, également. Et puis de la créativité, notamment dans le cadre du retour à l'autonomie, puisque l'ergothérapeute doit parfois détourner un objet du quotidien pour l'adapter au handicap d'une personne. Enfin, on finit ce tour d'horizon par le métier de psychomotricien ou de psychomotricienne. Donc, le psychomotricien rééduque les personnes confrontées à des difficultés psychologiques qui sont exprimées par le corps. Pour cela, le psychomotricien traite les troubles du geste et du mouvement, et ce, à tous les âges de la vie.
Alors, chez le nourrisson, par exemple, ça peut être une aide, notamment quand le nourrisson a un retard à la marche, par exemple. Chez les enfants, le psychomotricien va également agir sur des enfants qui auraient des troubles du comportement, des tics ou un bégaiement. Et enfin, chez chez les adultes et les personnes âgées, il va notamment agir sur des adultes qui auraient des maladies neurodégénératives ou encore les personnes âgées atteintes d'Alzheimer. Donc, il intervient sur le mouvement, l'action, la communication verbale, mais également non verbale. Donc, pour atténuer l'ensemble des troubles de ces patients, pour atténuer ou même corriger, le psychomotricien va utiliser plusieurs méthodes, notamment l'expression corporelle, l'éducation gestuelle, l'activité de coordination et de rythme, mais également le jeu. Alors, où exerce le psychomotricien? Eh bien, il exerce essentiellement en tant qu'employé, en statut salarié. Et ça, on en retrouve en secteur hospitalier, en centre spécialisé, en service médico-pédagogique, en hôpitaux psychiatriques, mais également en maison de retraite. On ne l'a pas indiqué, mais pour le coup, vous pouvez également trouver des psychomotriciens en maison de retraite. Alors, même si le psychomotricien peut intervenir sur tous les âges de la vie, la patientèle, elle est majoritairement composée d'enfants et d'adolescents, notamment tout ce qui est troubles du comportement ou encore autisme. Voilà, la majorité de la patientèle est vraiment composée d'enfants et d'adolescents. À ce jour, seulement 20% des psychomotriciens sont en libéral, parce qu'il faut savoir que l'acte n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, ce métier exige donc, alors, outre bien évidemment tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire des connaissances théoriques et un savoir-faire technique, le psychomotricien va devoir avoir des qualités d'adaptation, un sens de la pédagogie assez accru, puisque du coup, il travaille énormément avec des enfants, donc la pédagogie est le maître mot, et il se doit également, là aussi, même dénominateur commun que sur les métiers précédemment cités, il se doit d'être patient, d'être disponible et à l'écoute. On rajoute également ici qu'un psychomotricien doit avoir une bonne condition physique et puis un esprit également là aussi créatif. Voilà. Donc voilà, pas mal de dénominateurs communs sur tous ces métiers. Et comme on vous l'a dit juste avant, voilà, des métiers riches et qui nécessitent de travailler énormément en équipe. Alors, est-ce que potentiellement, concernant ne serait-ce que cette première partie sur les métiers, il y aurait des questions? Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat. Oui, concernant le métier de pédicure podologue, effectivement, nous n'avons pas prévu pour le moment d'en parler ce soir, effectivement. Oui. Alors là-dessus, pour ceux qui souhaiteraient avoir des informations sur pédicure podologue, je vous oriente vers le centre Galien le plus proche de chez vous, bien évidemment, puisque dans chaque centre, les responsables de centre, les référents pédagogiques seront à même de pouvoir vous accompagner et vous donner le maximum d'informations sur ces formations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment sur les métiers, ou est-ce qu'on peut, avancer, autrement, il n'y a pas de souci. Eh bien, c'est parti. Hop. Je repartage mon écran en espérant que cette fois-ci, je ne me sois pas trompée. Moi, je vois toujours bien le diaporama. J'espère que Pierre, c'est tout bon. Tu me tiens au courant si ça ne va pas. C'est très bien, ouais, c'est parfait. Je te remercie. Donc, on passe désormais à la seconde grande partie, à savoir les différentes modalités de sélection pour intégrer une école. Alors, on va faire un point sur les réformes qui ont impacté les modalités d'admission ces dernières années. Alors, il faut savoir que jusqu'en 2019, nous étions sur une sélection via concours pour 100% des écoles paramédicales scientifiques en France. Les étudiants passaient alors un concours qui était écrit et qui se composait notamment de matières scientifiques, à savoir biologie, physique, chimie et mathématiques. C'était principalement les matières qu'on retrouvait dans ces concours. Pour les métiers d'audioprothésiste et d'orthoptiste, petite particularité pour ces deux métiers, puisque le concours écrit était complété par des épreuves qui étaient des épreuves orales. Voilà.
En 2019, cette année aura été une année de transition, puisque du coup, on était encore sur le maintien de certains concours pour certaines écoles, et on commençait déjà à être sur une sélection sur dossier via la plateforme Parcoursup qui est ouvert à partir de 2019. Je vais juste vous demander de couper votre son, s'il vous plaît. Il y a des petits larcènes qui arrivent. Je vous remercie. Mais depuis la rentrée donc 2020, la sélection sur Parcoursup a été supprimée au profit d'une sélection sur dossier via la plateforme Parcoursup. Voilà. Alors, il reste quand même quelques petites spécificités qu'il faut noter. Donc, pour les orthoptistes, il y a un maintien des oraux pour l'intégralité des écoles. Donc, les écoles ont souhaité conserver l'oral. Donc, en fait, seules les épreuves écrites ont été transformées en sélection sur dossier. Pour les audioprothésistes, seule une école maintient encore des oraux, c'est l'école de Toulouse. Pour les ergothérapeutes, il n'y a pas de spécificité, puisqu'à ce jour, toutes les écoles sont passées sur un format de sélection sur dossier uniquement via Parcoursup. Donc là, pour le coup, voilà, les écoles ont joué le jeu à 100% et sont totalement passées sur dossier uniquement. Et puis, pour les psychomotriciens, à ce jour, il y a seulement 3 écoles qui ont fait le choix de maintenir un concours identique à celui qui a été fait en 2019. Il s'agit des 3 écoles du groupe ISRP, qui sont les écoles de Paris, de Vichy et de Marseille, voilà, qui conservent un concours. Alors, on va revenir dessus dans les slides qui vont suivre. Et ces 3 écoles représentent tout de même 42% des places qui sont disponibles en France. Donc, ça représente quand même un pourcentage assez important. Alors, on note également que malgré un mode de sélection qui a profondément changé, la sélectivité de ces filières n'a pas vraiment évolué. Le nombre de places disponibles au sein des instituts est resté à peu près stable. Alors, vous noterez, on va le voir juste dans la slide d'après, que des nouvelles écoles ouvrent, mais ça n'empêche que ça représente que quelques places, et que de toute façon, la sélectivité est toujours importante sur ces écoles. C'est-à-dire que le passage sur Parcoursup a également fait évoluer les demandes sur ces filières. Donc, la sélection n'est pas plus simple que le concours, très clairement. Donc, pour attester ce que je viens de vous dire concernant notamment le nombre d'écoles qui ouvrent et le nombre de places, on a fait une extraction de Parcoursup de quelques données chiffrées pour vous donner une idée notamment de la sélectivité. Donc, pour prendre le premier tableau ensemble, concernant les écoles d'audioprothésistes, dans la première colonne, donc, vous avez le nombre de places proposées dans les écoles. Donc, ce sont majoritairement des petites promos, des promos qui sont composées au grand maximum d'une cinquantaine d'étudiants. Donc, on n'est clairement pas sur des amphithéâtres complets comme on peut avoir en médecine ou en droit. Voilà, on est vraiment sur des écoles avec des petits formats. À côté, vous avez le nombre de places. Alors, on a 2 colonnes qui sont identiques, pardon. La colonne d'après, vous avez le nombre de vœux qui ont été confirmés. Puis, du coup, là, il y a une erreur dans le tableau. On a également, vous le retrouverez sur le tableau qu'on va vous donner, qu'on vous donnera dans un document juste après la réunion. Vous avez le rang du dernier année. Donc, du coup, voilà, j'ai des chiffres devant moi, donc je vais pouvoir vous les donner. Donc, si on prend, par exemple, l'école de Lyon, à Lyon, vous avez 52 places qui vous sont proposées, qui ont été proposées l'année dernière à l'ouverture. Vous avez 897 vœux qui ont été confirmés. Ça signifie que 897 étudiants ont souhaité intégrer cette école. Et puis, le rang du dernier admis était de 219. Ça signifie que seulement 219 candidats ont été appelés. On peut également le voir d'une autre façon. Ça signifie que le dernier appelé était au 219e rang.
Cela signifie qu'on a à peu près 680 personnes qui ont vu leur vœu refusé. Voilà. Donc, sur Lyon, le taux de sélection, il est de environ voilà, 39%, entre 30 et 39%. Il y a eu une augmentation un petit peu des places. Voilà, donc ça vous montre quand même qu'on est sur des écoles qui ont quand même un taux de sélectivité assez important. C'est-à-dire que même si on est passé sur un format Parcoursup, on est sur des écoles eh bien, où le taux de sélectivité reste important. D'accord. Donc, on va revenir bien évidemment sur l'ensemble des critères qu'il va falloir avoir, mettre en place, et que les écoles demandent, ce qu'on appelle, nous, les attendus des écoles. On va revenir juste après dessus. Sur ces quelques chiffres, on fait également un petit focus sur des petites nouveautés. Donc en audioprothésie, donc il y a 9 écoles et aucune nouvelle ouverture cette année, malheureusement pour les étudiants qui vont souhaiter faire audioprothésiste l'année prochaine. Concernant les écoles d'orthopsie, eh bien, il y a une école qui est nouvelle, l'école de Limoges. Donc on augmente le quota du nombre de places global eh bien, de 20 places. Voilà, donc on passe de 443 à 462 places. Voilà, il y a quelques écoles également qui ont augmenté ou parfois diminué voilà, leur nombre de places proposées. En ergothérapie, cette fois-ci, on est sur 2 écoles qui ont ouvert cette année. Donc Besançon, qui est une nouvelle école. Alors attention, sur Besançon, vous trouverez effectivement un nombre de places proposées à 2. Alors, ça paraît très peu. Alors, si c'est une ouverture, il y a un petit bémol à mettre dessus. Il se peut que l'école comporte une vingtaine ou une trentaine de places et que le reste des places soient proposées via notamment le concours de médecine. Voilà. Alors, je suis de Dijon et notamment, par exemple, sur Dijon, les étudiants qui passent le parcours accès spécifique santé, donc la première année de médecine, ont des places qui sont réservées, non pas à l'école de Besançon, pour ceux qui auraient choisi ergothérapie, mais à l'école de Mulhouse. Voilà. Donc, il se peut que ce soit le cas là aussi. Donc, sur Parcoursup, pour intégrer cette école, il n'y a que 2 places ouvertes pour intégrer cette école sur Parcoursup. Et puis, il y a également Limoges qui a la chance de voir là aussi une nouvelle école d'ergothérapie ouvrir. Et donc, il y a 30 places supplémentaires. Voilà. On comptabilise donc un total de 23 écoles à partir de l'année prochaine en ergothérapie. Enfin, concernant les écoles de psychomotricité, vous avez 2 nouvelles écoles, donc 45 nouvelles places qui s'ouvrent en France. Et les 2 nouvelles écoles sont Bordeaux et Montpellier. Et donc, on compte un total désormais de 17 écoles en France. Donc, concernant désormais Parcoursup, ses vœux et ses sous-vœux. Donc, l'ouverture de la plateforme est officielle depuis le 20 janvier, apparemment, soit à peu près, apparemment, c'est sûr, mais soit depuis une petite semaine, voilà, on est même sur une semaine tout pile, d'ailleurs. Alors, cette ouverture, elle est souvent synonyme de l'ouverture du parcours du combattant pour les étudiants et pour les parents. Donc, on va essayer de faire un petit tour d'horizon pour vous simplifier un petit peu la lecture de toutes les informations que vous pouvez trouver actuellement. Donc, en règle générale, sur la plateforme, les étudiants pourront formuler jusqu'à 10 vœux maximum, auxquels se rajoutent 10 vœux supplémentaires si vous faites le choix de l'apprentissage. Voilà. En ce qui concerne les sous-vœux, le candidat sera limité à la formulation de 20 sous-vœux maximum et au total. Mais, parce qu'il y a un mais, en ce qui concerne les formations paramédicales, donc celles qui nous concernent ce soir, il y a une règle supplémentaire qui va s'imposer à nous. Vous n'aurez la possibilité de ne faire que 5 vœux au maximum par formation. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser vos 10 vœux pour une seule formation. D'accord ? Une petite particularité pour les écoles du paramédical. Donc, dans les filières paramédicales qui vous sont présentées ce soir, certaines écoles sont en groupement. Donc, on reprend pour les écoles d'audioprothésistes. Il y a 9 écoles en France,
3 écoles qui sont indépendantes et il y a un groupement avec 6 écoles dedans. Pour les écoles d'orthoptie, il y a 16 écoles en France. Il y en a 2 qui sont indépendantes et les 14 écoles qui sont restantes sont-elles scindées en 5 groupements. Pour les écoles d'ergothérapie, les 20 écoles présentées, alors pour le coup, cette année, on a augmenté un petit peu les chiffres avec les nouvelles écoles, mais en tout cas, elles seront toutes indépendantes. Donc, c'est-à-dire, pour faire simple, dans Parcoursup, si vous souhaitez une école d'ergothérapie, si vous demandez une école, eh bien, vous formulerez un vœu. Concernant les vœux, un groupement d'écoles est égal à un vœu. Et les écoles qui vont composer ce groupement seront quant à elles des sous-vœux. Donc, on vous a fait un exemple avec des écoles d'orthoptie, donc notamment le groupement de Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Donc, si vous sélectionnez ce groupement, ça vaudra pour un vœu. Et il y aura 3 sous-vœux possibles dedans, Nantes, Toulouse, Tours et Rennes. Donc, concernant l'orthoptie, il vous restera donc la possibilité de faire encore 4 autres vœux en orthoptie. Concernant la psychomotricité maintenant, donc le fonctionnement est identique à ce qui vient d'être présenté, c'est-à-dire qu'une école est égale à un vœu et un groupement d'écoles est égal également là aussi à un vœu. Donc, concernant les écoles d'orthoptie, il y en a un peu plus que celles écrites. Il y en a 16 qui sont actuellement de psychomotricité, pardon, il y en a 16 en France. Donc, il y a 13 écoles qui recrutent via Parcoursup et il y a 3 écoles qui recrutent par concours. C'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que les écoles de l'ISRP fonctionnent pour un groupement et dans ce groupement, il y aura 3 sous-vœux possibles, Marseille, Paris et Vichy. Alors, concernant l'ISRP, le groupement organise un seul et même concours pour les 3 écoles. Et il vous propose 4 centres d'examen possibles, Paris, Nantes, Lyon et Marseille, afin de limiter les déplacements pour les candidats. Voilà, c'est-à-dire que vous pourrez passer le concours, si vous souhaitez passer les concours de psychomotricité et notamment les villes de l'ISRP, vous pourrez vous déplacer dans la ville la plus proche de chez vous. Alors, concernant la sélection par le parcours de l'ISRP, donc on va revenir un tout petit peu plus en détail sur le concours qui est proposé par l'ISRP. Donc, on fait un petit focus sur les écoles sur la partie psychomotricité. Donc, le concours proposé, comme je l'ai dit dans les slides précédentes, est identique aux années précédentes. Rien n'a bougé. C'est-à-dire que le concours se compose de 2 épreuves écrites de 2 heures, une première épreuve de sciences et vie ou de biologie, et une épreuve de français. Donc, concernant l'épreuve de biologie, cette dernière porte sur le programme de la spécialité SVT de la première et de la terminale, hors la géologie. D'accord ? Au cours de ces 2 heures d'épreuve écrite, vous aurez à répondre à des QCM pour une partie de l'épreuve, et puis pour l'autre partie de l'épreuve, vous aurez des exercices qui sont plus traditionnels, c'est-à-dire des exercices rédactionnels que vous pouvez notamment trouver lors de votre passage de bac. Voilà. Dans cette deuxième partie un peu plus traditionnelle, seront évaluées vos compétences et vos connaissances dans la matière. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous demander des définitions de termes, des schémas, voilà, et on va également évaluer votre raisonnement scientifique. Là aussi, c'est extrêmement important. Les difficultés de cette épreuve résident principalement dans la nécessité d'avoir des connaissances solides dans la matière. Clairement, la principale difficulté, elle est là. À cela va s'ajouter la gestion de votre temps, bien évidemment, puisque voilà, bien savoir gérer son temps, eh bien, c'est pas toujours chose aisée. On a bien souvent l'impression que 2 heures, c'est très long, et puis lorsqu'on a eh bien, voilà, ce type d'épreuve quand même suffisamment assez conséquent, en 1 heure, vous avez beaucoup de questions, beaucoup de QCM, et puis la partie rédactionnelle est quand même assez cossue, assez chargée. Eh bien, 2 heures, ça vous paraît beaucoup plus rapide.
que prévu. Il faudra également être assez précis, hein, c'est ce qu'on va vous demander dans cette épreuve, aussi bien précis dans les termes utilisés que précis dans votre compréhension des questions, et puis également précis dans votre orthographe, voilà, et dans votre raisonnement. Donc, il faudra savoir, bien évidemment, rédiger et puis savoir lire les items de QCM pour éviter de tomber dans les pièges, hein. Bien souvent, on fait peu de QCM au lycée et on tombe bien souvent dans les pièges. En même temps, ils sont là pour qu'on tombe dedans, mais voilà, la lecture des items de QCM est bien évidemment à prendre en considération. Et puis, ce qu'il faut noter également dans la difficulté de cette épreuve, c'est qu'au lycée, vous n'êtes pas suffisamment assez préparé à ce type d'épreuve, hein. Ce sont des épreuves qui sont très complexes, qui vous font mobiliser énormément de connaissances, notamment des connaissances sur les 2 dernières années de votre lycée, donc programme de première et de terminale. Donc, ça demande beaucoup de travail, de réflexion. Voilà, il y a beaucoup de savoir-faire qui vous sont demandés au cours de ces 2 preuves de sciences et vie. Concernant l'épreuve de français, alors elle aussi, hein, elle sera de 2 heures et celle-ci ne porte sur aucun programme vu au lycée. Voilà. Les textes qui sont sélectionnés sont notamment assez compliqués, hein, car ils sont issus de presse telles que Sciences humaines, Le Monde, et ce sont des journaux en règle générale que les lycéens ne sont pas habitués à lire. Donc, au cours de ces 2 heures, vous aurez à faire ce qu'on appelle une contraction de texte avec un nombre de mots imposés, donc avec plus ou moins une marge de 10%. Et à cela s'ajoutera un exercice de mots, d'expressions à expliquer, à en donner la définition, voilà, des définitions assez précises, hein, quand même. Voilà. Donc, les 2 matières auront le même coefficient, c'est-à-dire la SVT et le français auront le même coefficient. Souvent, les étudiants ont tendance à négliger un petit peu la partie d'épreuve de français. C'est une erreur, hein, à ne pas commettre, bien évidemment, puisque là, on est clairement sur deux mêmes épreuves. Donc, la principale difficulté ici sera pour l'étudiant d'acquérir la méthodologie du résumé. C'est un exercice qui n'est clairement plus préparé au lycée. D'accord. Donc, bien évidemment, c'est un exercice où on va vous demander de bien gérer votre temps. D'accord. Il va également y avoir la complexité des textes, sa difficulté de compréhension et la capacité à être précis dans l'expression et surtout à avoir une orthographe plutôt assez précise et assez exacte. D'accord. La syntaxe sera également très importante. À noter également que la difficulté dans cette épreuve de contraction de texte, c'est le nombre de mots, puisque du coup, vous avez vraiment un nombre de mots qui va vous être imposé, hein. En règle générale, c'est entre 180 et 200 mots, avec une marge de 10%. Si vous avez un mot en trop, eh bien, c'est totalement éliminatoire et du coup, vous obtiendrez une note de 0 qui sera donc éliminatoire et qui vous feront donc échouer totalement à cette épreuve. Donc, tous les ans, hein, au sein du cours Galien, dans l'ensemble des centres qui ont des étudiants préparant ce type de concours, on a des étudiants qui sont brillants et qui finissent par sortir, hein, voilà, parce que, eh bien, une faute d'inattention a fait qu'on a mal compté le mot et puis on arrive à 193 mots, il en fallait 192, voilà, et pour le coup, les étudiants ont 0. Donc voilà, ce sont des épreuves qui sont quand même assez complexes, qui nécessitent quand même une préparation assez importante. Voilà. On passe aux attendus que Parcoursup va demander, hein, pour ces écoles. Donc, pour les écoles qui recrutent aujourd'hui par Parcoursup, hein, c'est-à-dire la majorité des écoles, hein, comme on vient de le voir, on va balayer ces attendus nationaux. Alors, à noter que ces attendus nationaux, vous pourrez les retrouver sur les fiches des écoles, hein, sur Parcoursup. D'accord. Parcoursup, c'est une mine d'informations assez intéressante et assez importante, puisque du coup, voilà, toutes ces petites données, vous pourrez les retrouver également. Alors, pour pouvoir intégrer une des écoles, eh bien, plusieurs choses seront attendues de la part des étudiants. Premièrement, des compétences scientifiques
et des capacités d'apprentissage. Alors, on va demander aux étudiants d'être capables de produire des raisonnements qui vont être des raisonnements logiques, mais également d'avoir des bases assez solides en biologie, en physique ou en mathématiques, hein, notamment, puisqu'en école, les études le nécessiteront. Voilà, hein, tout simplement. On va demander également aux étudiants d'avoir un certain attrait pour les questions qui sont sanitaires, les questions sanitaires et sociales. Alors, dans les grandes lignes, hein, il faut lire par là que les étudiants devront avoir une certaine connaissance du métier. Alors, pour ça, on va demander, hein, aux étudiants sur Parcoursup notamment, hein, pour savoir s'ils ont un attrait pour les questions sanitaires et sociales, et bien d'avoir fait un stage dans le domaine, hein, tout simplement. On va également demander aux étudiants une certaine capacité à communiquer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, c'est-à-dire que la bonne maîtrise de français, que ce soit à l'oral et à l'écrit, sera indispensable dans l'exercice de ces métiers, puisque vous êtes amené à rédiger énormément de rapports. Donc forcément, votre maîtrise du français sera un réel plus pour ces métiers. Rigueur, capacité d'organisation seront également des attendus nationaux. Alors, on peut ajouter à ça, hein, méthodologie, autonomie et assiduité, hein, qui seront également des qualités demandées aux candidats. On va demander bien évidemment des qualités humaines, de l'empathie, de la bienveillance, de l'écoute, hein, pour les plus fragiles. Et puis, une capacité de gestion administrative en relation avec la dimension médicale du métier. C'est-à-dire que vous êtes sur des métiers où vous allez souvent avoir besoin de rédiger des rapports, comme je l'ai dit précédemment, et puis c'est des métiers également où vous pouvez être en indépendant ou en libéral. Donc voilà, votre capacité en gestion administrative peut être importante là aussi. Donc tous ces attendus vont être recherchés au travers de vos bulletins scolaires et dans votre dossier Parcoursup, notamment dans votre rubrique activités et centres d'intérêt. Donc l'évaluation, hein, du dossier du candidat s'appuie plus généralement sur les notes de première et de terminale, ainsi que les appréciations qui sont associées dans les disciplines qui ont été suivies au cours de votre scolarité. Les éléments d'appréciation qui vont figurer dans votre fiche à venir. Et puis pour les dossiers qui n'ont pas de fiche à venir, hein, ce sera les notes du baccalauréat et notamment les notes de l'enseignement supérieur et votre projet de formation motivé. Donc forcément, la rédaction de votre dossier Parcoursup, va être à prendre réellement au sérieux. D'accord ? Donc, afin de mettre vraiment toutes les chances de votre côté, vous devrez veiller à plusieurs choses, bien évidemment, à remplir toutes les rubriques, hein, de Parcoursup, puisqu'elles peuvent être toutes extrêmement importantes. Et pas uniquement, hein, le projet de formation motivé. D'accord ? Par exemple, dans les activités et dans les centres d'intérêt, il vous est recommandé, hein, de valoriser toutes les expériences que vous avez pu faire. Ça peut être par exemple des activités sportives, des activités culturelles, des activités artistiques. Si vous vous êtes investi à un moment donné dans des associations, qu'elles soient culturelles, caritatives, artistiques, sportives, lycéennes, hein, également ou universitaires. Vous pouvez également, hein, valoriser bien évidemment toutes vos expériences qui auront été en lien avec des personnes en situation de handicap, de précarité. Et puis également, si vous avez eu des contacts avec des professionnels de santé, d'accord ? Donc là, véritablement, il va falloir que vous preniez bien évidemment au sérieux la rubrique scolarité et vœux, hein. Projet de formation motivé, c'est sûr, mais également tout ce qui est activité, centre d'intérêt, comme on vient de le voir. Donc, sera également demandé sur votre dossier Parcoursup de faire un travail de mise en cohérence entre vos expériences, vos activités, votre cursus scolaire et la formation souhaitée. Donc là, effectivement, hein, on a l'impression que c'est assez compliqué, bien évidemment. Alors, ça se travaille, hein, bien évidemment, et il faudra bien veiller à travailler votre projet de formation motivé. Donc, il faudra expliquer que tout ce que vous avez fait au cours de votre investissement au sein d'une association, par exemple caritative, pourra vous apporter dans votre futur métier choisi. Hein, voilà, la cohérence est plutôt là. Hein. Voilà. Et puis, il faudra que vous montriez vos connaissances de la formation visée et de ses exigences, hein, notamment en allant chercher des informations sur les écoles,
en participant aux journées portes ouvertes, ça c'est également extrêmement important, et puis en faisant des stages, hein. Là pour le coup, voilà. Alors là, pour le coup, on en a fini avec la partie Parcoursup. Donc, je reviens juste sur la petite slide précédente. Donc, on a fait vraiment le tour d'horizon de tout ce qui était voilà, de tout ce qui était intégration Parcoursup. Est-ce qu'il y a potentiellement des questions? Alors, je regarde un petit peu des questions dans le flot de conversation que Pierre Torres a pu gérer. Donc, sur le métier d'orthophoniste, effectivement, il y aura une réunion Parcoursup spécifique orthophoniste. Le replay de la réunion, effectivement, vous sera renvoyé. Pierre, est-ce que tu as, toi, de ton côté, d'autres questions, ou est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions, notamment sur Parcoursup, sur l'intégration dans les écoles? Pas de questions supplémentaires sur le chat pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou prendre la parole directement. Si vous avez des questions, voilà, encore sur les modalités de sélection sur Parcoursup, des questions éventuellement par rapport à votre profil ou autre. Alors, une question. Ouais, oui. Un élève qui n'a que SVT plus maths, pas de physique en terminale, a-t-il une chance d'intégrer une école d'audioprothésiste? Alors, j'ai envie de dire oui. Il a toutes ses chances d'intégrer une école d'audioprothésiste. Alors, si je me trompe, Pierre, tu me corriges, mais aujourd'hui, on recherche voilà, des profils qui ont ce côté-là, bien évidemment, un peu scientifique, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est une spécialité qu'il aurait potentiellement abandonnée en première ou pas du tout? Ou est-ce qu'il n'a pas du tout fait de physique? Voilà, ça peut aussi dépendre. Pas du tout, d'accord. Donc après, SVT et maths sont des matières qui sont notamment demandées en audio pro. Donc là-dessus, pour moi, il y a pas forcément on va dire, de bémol. Si en plus de ça, voilà, il y a potentiellement eu un stage, une découverte du métier et puis des activités extrascolaires qui permettent d'avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité dans le domaine de la science, je ne pense pas que ce soit un véritable frein à l'entrée dans une école d'audioprothésiste. Voilà, je confirme, hein, pas de frein en tout cas par rapport à ces spécialités-là. Un profil peut-être quand même avec une spécialité physique sera peut-être un tout petit peu plus prioritaire, néanmoins pour les écoles. Après, un très bon dossier, voilà, SVT et maths peut très bien être sélectionné. J'alerte quand même sur l'importance de la physique ensuite pour les études d'audioprothèse. Hein, c'est un programme donc pendant toute la durée de la formation qui est extrêmement scientifique et qui demande quand même des connaissances assez pointues et des compétences assez pointues en physique. Donc il vaut mieux ne pas être fâché avec la physique, hein, même si vous ne l'avez plus en terminale, puisque ça fera partie quand même intégrante après du programme pendant les 3 ans de formation. Alors là, on a d'autres questions. Il y a quelqu'un qui lève la main également. Oui. Bonjour. Stéphanie, allez-y. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport au nombre de vœux. Vous avez marqué que c'était 5 vœux paramédical bloqués à 5 vœux, mais est-ce que 5 vœux ergothérapeute et 5 vœux psychomotricien, c'est possible, ou c'est 5 vœux en général pour le paramédical? Non, c'est 5 vœux par formation. C'est-à-dire que vous pourrez faire 5 vœux, et là, normalement, Pierre, là aussi, tu m'arrêtes si je me trompe, mais normalement, 5 vœux ergothérapeute et 5 vœux psychomotricien, ça va pouvoir passer. C'est-à-dire que c'est vraiment 5 vœux par formation. L'idée ici, c'est que vous ne demandiez pas toutes les écoles et tous les groupements. Par exemple, les écoles d'ergothérapie, il va falloir que vous n'en sélectionnez que 5. Voilà, l'idée, elle est vraiment là, que vous ne puissiez pas sélectionner l'intégralité des écoles. Par contre, 5 vœux ergothérapeutes et 5 vœux psychomotriciens seront parfaitement possibles.
Oui, ça répond à votre question? Oui, oui, merci, c'est très bien, parfait. D'accord, très bien. Alors, on a ensuite une question de Grange. Donc, je lis votre question. Je projette de reprendre des études paramédicales. J'ai 44 ans. Dois-je passer par Parcoursup? Alors non, il faudra passer par la plateforme Parcours Plus. C'est une plateforme qui est spécialement dédiée aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans des formations et qui auraient quitté depuis un petit bout de temps en fait, l'enseignement. Voilà, donc il faudra que vous passiez spécifiquement sur cette plateforme-là. C'est Parcours Plus, vous la trouverez en lien directement sur Internet. Et là, pour le coup, ce n'est pas impossible de récupérer une école, bien que vous ne soyez pas prioritaire dans ce cadre-là, puisque les écoles priorisent en règle générale les étudiants qui sont néo-bacheliers de l'année en cours ou en L1, L2, L3, mais pour le coup, vous pouvez parfaitement tenter votre chance sans aucun problème, mais la plateforme sera différente. Je vous mets le lien de la plateforme directement dans le chat, comme ça vous l'aurez. Voilà. Je poursuis avec alors, une prépa en psychomotricité peut-elle aider et favoriser l'accès dans une école? Donc là-dessus, je me permets de ne pas y répondre tout de suite, on va y répondre juste après dans la suite de la présentation. C'est notre troisième partie de présentation. Vous allez voir tout ce que nous, on peut potentiellement mettre en place pour vous accompagner et favoriser l'accès d'entrer dans une école. Du coup, je poursuis avec la question concernant le bac ST2S santé sociale. Est-ce qu'il y a des chances de rentrer? Alors, oui, vous avez des chances d'intégration, mais plus faibles que quelqu'un qui aurait un bac général. Alors pour ça, je vous oriente sur la plateforme Parcoursup. Quand vous allez demander, en fait, par exemple, une école de psychomotricité, vous allez avoir juste à côté un petit tableau avec notamment le pourcentage des bacs qui intègrent les écoles. Voilà. Alors, si vous en faites une extraction, là, dernièrement, dans les extractions, j'ai pu, pour avoir regardé et donné ça à mes étudiants, pour certaines des écoles, notamment hier ou Brest, par exemple, 30% des bacs techno 30% des étudiants de la promo ont un bac technologique aujourd'hui et 70% de la promo de Brest de cette année ont un bac général. Donc, vous pouvez orienter votre choix également là aussi en fonction des chiffres que vous propose Parcoursup. Donc, Lyon, par exemple, a sa promotion qui est composée à 90% de bac général et 6% de bac technologique. Bon, là, par exemple, il y a un petit peu moins de chances d'intégration. Donc, oui, c'est possible. Par contre, il faudra que votre dossier soit complété par les cases d'activité centre d'intérêt avec pas mal de critères positifs dedans, des stages dans le domaine, et puis traduire dans votre projet de formation motivé d'une réelle motivation pour intégrer l'école. Voilà, parce que vous serez probablement, les chiffres le traduisent, pas prioritaire pas prioritaire en tout cas, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Toutes les écoles montrent que les bacs technologiques peuvent avoir leur place dans les écoles. Voilà. Ces chiffres vous sont vraiment donnés par Parcoursup, donc n'hésitez pas à aller les vérifier. Alors, Courgalien permet d'intégrer l'école de psychomotricité à la Garde ou seulement les 3 grandes écoles Paris, Vichy, Marseille. Donc non, on va revenir également dessus, mais au Courgalien, on vous permet d'intégrer l'intégralité des écoles. C'est-à-dire que, voilà, on va le présenter juste après. On vous prépare aussi bien sur la sélection sur dossier que sur la sélection via concours pour les écoles de psychomotricité. Donc, il n'y a pas de souci. On a tout prévu pour votre accompagnement. Alors, est-ce que les nouvelles écoles de psychomotricité sont aussi affiliées ou intégrées avec des hôpitaux ou des EHPAD? Là-dessus, je sèche, Pierre, je ne sais pas. Écoutez, sincèrement, je vais sécher aussi. C'est difficile de donner une réponse précise. Vous attendez quoi exactement comme réponse? Si vous pouvez reformuler peut-être la question, votre attente, à l'oral, si possible. Eh bien, voilà, bonsoir. Donc, je vais formuler à l'oral.
C'est simplement parce que voilà, j'ai déjà eu d'autres visioconférences sur d'autres écoles, voilà, qui expliquaient que pour les stages, voilà, elles étaient, on va dire, affiliées ou intégrées dans des services de psychomotricité, voilà, et que ça permettait aussi, on va dire, à des psychomotriciens ou psychomotriciennes de ces services-là de venir animer des cours, voilà. Donc, c'était par rapport à ça où je voulais savoir, voilà, si toutes les écoles étaient, on va dire, bâties sur le même schéma, voilà, ou si les nouvelles écoles, pour l'instant, c'était plus, on va dire, de la pratique et, de la théorie, et que, voilà, c'était à l'élève après de rechercher, on va dire, son stage. Non, pas du tout. Alors, si vous voulez, voilà, si le sens de votre question est celui-ci, en fait, chaque école a pour obligation de proposer des lieux de stage à ses étudiants. Donc, il y a toujours une affiliation. Je ne sais pas si on parle d'affiliation ou d'intégrer, hein, comme vous l'avez précisé, mais tout à fait. il y a toujours une affiliation, voilà, avec des structures médicales, évidemment, pour que les étudiants, pendant leur cursus, les 3 ans de formation, puissent effectuer leur stage, voilà, dans différents services de psychomotricité, hein, que ce soit dans les hôpitaux, cliniques ou EHPAD. Ok, merci beaucoup. De rien. Je poursuis avec les questions du dessous. Y aura-t-il une réunion spécifique sur la rédaction du projet motivé? Alors, il ne me semble pas que ce soit prévu de cette formulation-là, en tout cas. Après, la rédaction du projet de formation motivé est quelque chose d'assez personnel. Donc, nous, en fait, on va vous l'expliquer juste après, on le fait de façon individualisée avec nos étudiants, hein. C'est prévu dans l'accompagnement que nous proposons au cours Galien. Par contre, voilà, on n'a pas prévu de réunion plutôt globale et nationale sur cette partie très spécifique de Parcoursup. C'est assez personnel et ça nécessite un accompagnement un petit peu plus poussé pour le coup. Voilà. Si on avait maths physique SVT, qu'on a gardé maths physique en terminale, est-ce qu'on a nos chances d'entrer en école d'ergothérapeute? Oui, absolument. Totalement même. Et là, tout va dépendre ensuite des notes que vous avez obtenues et puis des appréciations. Alors, bien souvent, je le précise, lorsque je rencontre des étudiants qui souhaitent intégrer ces écoles, la fiche Avenir a également son rôle important dans votre dossier Parcoursup. Donc, quand vous souhaitez rentrer dans des écoles comme celle-ci, il faut que vous preniez un petit peu votre destin en main et que vous alliez chercher un petit peu les bonnes appréciations sur la fiche Avenir. Donc, il faut que vous mettiez un petit peu toutes les chances de votre côté pour que sur la fiche Avenir, ce soit vraiment indiqué qu'il y ait une réelle cohérence dans votre projet de formation. Voilà, c'est extrêmement important, mais en tout cas, là, ça va dépendre de vos notes en maths, en physique, de vos appréciations et de votre fiche Avenir, pour le coup. Mais vous avez complètement vos chances avec ces spécialités. Une lycéenne qui n'a que l'aspect maths et littérature espagnole a-t-elle des chances d'intégrer une école d'audioprothésiste ou une école d'ergothérapie? Alors là, c'est pareil, on revient sur ce qui avait été dit précédemment. Les spécialités qui sont véritablement prédominantes sont les spécialités scientifiques, donc maths, biologie, physique, chimie. Donc, vous pouvez intégrer, oui, mais vous ne serez très probablement pas prioritaire. D'accord? Donc, si vous avez des spécificités qui sont un petit peu en dehors, soit vous avez ensuite derrière un dossier Parcoursup, alors au-delà du dossier académique, c'est-à-dire strictement les notes, un dossier qui vous permette de montrer que vous avez une réelle motivation, que vous avez fait beaucoup de stages, vous avez fait beaucoup d'activités caritatives, vous êtes très présente dans le domaine sanitaire et social où vous êtes pompier volontaire ou voilà. Vous avez un petit peu moins de chance, on ne va pas se mentir, d'intégrer une école avec des spécialités qui sont un petit peu en dehors des spécialités traditionnelles du bac S, en fait. Après, vous pouvez totalement tenter votre chance. Là-dessus, c'est complètement possible. Tout va dépendre ensuite de la globalité de votre dossier. Voilà. Les écoles sur dossier seulement prennent-elles des élèves sortant de terminale ou bien favorisent-elles les personnes ayant fait une prépa, donc ayant plus d'expérience pour psychomotricien? Alors, en termes de chiffres officiels, on n'a pas.
C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils favorisent plus les néo-bacheliers ou les étudiants ayant pris une prépa. Nous, de notre côté, on a des taux d'intégration dans les écoles qui sont plutôt très bons, mais ça, je vous les présenterai juste après. J'ai comme l'impression que les écoles, ça va dépendre du dossier, hein, bien évidemment, que vous avez. Si vous présentez un dossier dès la terminale qui est plutôt très bon, vous avez toutes vos chances de rentrer. Et puis, il y a des étudiants qui n'ont pas des notes satisfaisantes, pour qui une prépa supplémentaire pour refaire une sorte de remise à niveau voilà, sera nécessaire pour intégrer une école de psychomotricité. Voilà. Tout ça dépend vraiment de votre dossier académique de base. Voilà. Est-il vrai qu'il est impossible d'effectuer un stage en psychomotricité avant d'être inscrit officiellement dans une école? Alors, je ne sais pas Non, si c'est faux. ouais, je sais pas si je vais répondre bien, mais de notre côté, non. J'ai des étudiants qui font chez nous en prépa des stages de qui accompagnent. Hein. Alors, ce sont des stages d'observation. Effectivement, alors il y a deux choses à voir. Les stages en psychomotricité, vous avez des stages où vous allez devoir manipuler, et là, effectivement, il faudra que vous soyez en école pour pouvoir potentiellement le faire, puisqu'il y a quand même des enjeux. Voilà, dans la manipulation ou dans l'accompagnement que vous allez devoir faire auprès d'un patient. Par contre, pour tout ce qui est des stages d'observation en psychomotricité, vous pourrez parfaitement en faire avant même d'être inscrit dans une école. Voilà. Si tant est que là où vous êtes, ils peuvent vous fournir une convention de stage. Voilà. D'accord, merci, parce qu'en fait, j'ai appelé des services de pédopsie dans des hôpitaux et j'ai bien précisé que c'était pour des stages d'observation et que je pouvais avoir une convention de stage via, je ne me rappelle plus du nom, la mission locale, pardon. D'accord. Et je leur ai tout expliqué mon parcours, etc. Et ils m'ont dit qu'en fait, c'était très compliqué de pouvoir effectuer des stages déjà en psychomotricité de base et que si je n'étais pas inscrite vraiment déjà dans une école, ben, ce n'était pas possible, quoi. Alors, effectivement, il n'est pas forcément aisé d'avoir un stage comme ça d'observation, surtout, bon, évidemment, si vous n'êtes pas en école. Un contexte aussi qui défavorise là, pour les stages, c'est le contexte Covid actuel. Là, on a beaucoup de nos étudiants, effectivement, depuis la période Covid, qui ont quand même des difficultés un peu plus importantes à trouver des stages dans les structures médicales, qui ont mis en place voilà, des protocoles relativement stricts, notamment par rapport au pass vaccinal, et qui limitent au maximum, je dirais, ce type de stage. Voilà. Après, la situation, on l'espère, en tout cas, évoluera positivement pour l'année prochaine. Et on espère voilà, que nos étudiants auront un peu moins de difficultés. Ils y arrivent quand même, hein, mais on espère que ça se libérera du coup pour l'année prochaine. Là aussi, petit conseil, en fait, vous avez demandé dans un hôpital, hein, c'est ça, en pédopsie. Là, effectivement, dans les hôpitaux, c'est toujours beaucoup plus complexe. Alors, effectivement, il y a la partie Covid, hein, bien évidemment, et puis il y a la partie aussi légale. Voilà. Il y a un certain secret médical et puis le fait voilà, d'intégrer un hôpital avec tout ce que cela comporte, c'est plutôt très complexe en fait, hein, d'obtenir des stages d'observation dans les hôpitaux en règle générale. Si vous souhaitez vraiment obtenir un stage, privilégié potentiellement des petites structures où vous avez des psychomotriciens, en fait, des structures un peu plus petites. Les IME, par exemple? Oui, par exemple, ça peut être très bien. ouais, c'est plutôt très bien ça. Ouais, des structures plus petites où ils auront peut-être plus le temps de vous accueillir. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il une école à Strasbourg pour les courgaliens? Donc oui, je vous confirme que nous proposons la préparation pour l'entrée dans les écoles paramédicales à Strasbourg. Je souhaite intégrer la formation de psychomotricien. J'ai obtenu mon bac général sciences politiques et SES. Je suis en première année de PASS, sauf que j'ai abandonné en cours d'année. J'ai effectué un stage dans un cabinet avec 2 psychomotriciens. Est-ce que j'ai mes chances? Alors oui, vous avez vos chances, mais toujours pareil, on revient toujours à la même chose. Ça va dépendre de votre dossier académique sur Parcoursup, donc des notes que vous avez eues précédemment et surtout d'un très bon projet de formation motivé qui explique, première étape, que vous avez choisi PASS, donc médecine en priorité, que vous avez choisi un bac plutôt type
économique et social, que vous avez fait passe et qu'ensuite vous choisissez psychomotricien. Ça se travaille vraiment sur le projet de formation motivée. Et là, pour le coup, au-delà même du regard de vos notes, il faudra que ce soit ça qui soit extrêmement bien travaillé, pour le coup. Voilà. Et là aussi, à partir du moment où vous n'avez pas les matières de prédilection, alors j'aime pas dire qu'il y a des matières de prédilection, mais dans les faits, c'est ce qui se passe quand même un petit peu dans la sélection des dossiers. Vous serez peut-être pas prioritaire, mais en tout cas, vous avez vos chances, sans aucun doute. Et alors ensuite, question de Cyrielle. Si on est dans une classe de très haut niveau, qu'on a d'assez bonnes notes, 15 de moyenne générale, mais qu'au niveau de la moyenne de la classe, ce n'est pas très au-dessus, est-ce pénalisant? En clair, est-ce que les inspecteurs apportent un grand intérêt au classement que l'on a dans la classe? Alors écoutez, la réponse est non, il n'y a pas vraiment de regard sur le classement que vous avez dans la classe, plutôt sur la note et sur les appréciations qui seront sur votre bulletin. Vous avez une moyenne générale qui est très satisfaisante, donc je vous invite à conserver en tout cas cette moyenne jusqu'à la fin de l'année si vous êtes en terminale. Et après, par contre, la sélection sur Parcoursup va se faire sur vos bulletins de première, qui sont aussi importants, et sur le premier bulletin de terminale, et également les notes de spécialité seront prises en considération, spécialité que vous allez passer du coup au mois de mars. Voilà. Ça répond à votre question? Alors, je remonte un tout petit peu. On a, avec un bac technologique, sanitaire et social, elles ont vraiment moins de chances d'être acceptées directement en école. La prépa est une obligation dans ce cas. Alors, là aussi, je n'aime pas forcément dire que vous avez moins de chance. En fait, je me rapporte souvent, c'est ce que j'ai dit précédemment, aux taux qui sont indiqués sur Parcoursup, c'est-à-dire au taux d'intégration des bacs technologiques dans les écoles de psychomotricité, d'ergothérapie, etc. Ça vous donne plutôt une bonne indication, ça vous indique que c'est possible. D'accord, la majorité des promotions ne sont pas composées d'étudiants ayant un bac technologique. Néanmoins, c'est possible et c'est parfaitement possible. Après, la prépa est-elle une obligation dans ce cas? Dans ce cas, elle peut forcément vous aider à intégrer. Et du coup, ça me permet de coupler avec la question juste du dessous sur comment nos cours peuvent-ils aider à intégrer les écoles alors qu'il n'y a plus ni concours ni oral. Alors, là, effectivement, c'est ce qu'on va vous présenter, dans les slides qui vont arriver juste après. Ce n'est pas une obligation, bien évidemment. Par contre, ça peut profondément vous aider à intégrer une école. Voilà, on va favoriser véritablement votre intégration dans une école, d'autant plus si vous avez un bac notamment technologique. Là aussi, j'ai tendance à mettre un petit bémol. Ça va dépendre de vos notes. Effectivement, si vous avez un bac technologique à 18 ou 19 de moyenne, là aussi, Pierre vient de le préciser juste avant, vos notes de première, de terminale sont regardées quoi qu'il arrive. Donc, votre dossier académique est extrêmement important, et ce, quel que soit le bac que vous ayez fait. Dernière question, si l'on a cherché des stages dans divers lieux et que l'on a eu des réponses négatives pour motif de l'âge ou le fait de ne pas être en formation professionnelle, est-ce que l'on met tout de même dans notre dossier Parcoursup pour montrer que l'on a fait des recherches? Oui, ça peut. Alors, ça dépend comment c'est tourné. Effectivement, l'âge, alors là, pour répondre à autre chose, l'âge peut être une raison pour laquelle vous ne puissiez pas être pris en stage. Dans certaines sections, on vous demande certaines confidentialités et secrets professionnels, et donc on vous demande d'être majeur obligatoirement pour pouvoir travailler dans certains domaines et certains lieux. Après, tout dépend de la façon dont vous pouvez le mettre et de la façon dont vous tournez ça. Voilà. J'ai jamais eu le cas, parce que mes étudiants ont quasiment tous fait des stages. Je ne sais pas si toi, Pierre, tu as déjà eu ce cas-là, quelqu'un qui n'aurait pas fait de stage, qui aurait mis à rechercher des stages dans la formulation qu'on peut avoir sur Parcoursup. Bon, alors après, je ne mettrai pas forcément, mais tout dépend de la façon pas forcément. dont vous tournez. Je trouve que c'est un petit peu maladroit de mettre à rechercher des stages et puis finalement, je n'ai pas trouvé, donc je ne peux pas justifier
de cette expérience-là. Par contre, essayez, si vous n'avez pas obtenu de stage sur le métier là qui vous intéresse, essayez de mettre en avant d'autres expériences que vous avez pu avoir et qui vont révéler, voilà, permettre en tout cas aux personnes qui analyseront le dossier d'en savoir un peu plus sur votre personnalité, peut-être déjà des compétences que vous avez pu développer, d'écoute, d'aide à la personne, etc. Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, hein, du babysitting. Vous avez travaillé en équipe dans un cadre associatif, par exemple. Voilà, c'est des choses que vous pouvez, pourquoi pas, mettre en avant en essayant toujours de faire le lien avec le métier qui vous intéresse au final. Pour expliquer voilà, que vous êtes déjà bien connecté en termes de compétences et de personnalité par rapport à ce métier. Bon, a priori, ça répond à votre question. Très bien. On va poursuivre avec la troisième et dernière partie de la présentation. Du coup, ça répondra peut-être à pas mal de questions qu'on a eues dans le chat également. Alors, hop. Donc, on avance désormais sur la méthode Galien Tremplin Sup. Donc, on a eu quelques questions hein, dans le chat nous demandant ce que cours Galien pouvait apporter à nos étudiants. Voici plus globalement la réponse qu'on peut potentiellement y apporter. Donc, la méthode Galien Tremplin Sup. Donc, en quoi consiste hein, cette méthode ? Donc, cette méthode, on la scinde, nous, de notre côté, en 2 grands modules. Le premier grand module, c'est un module, ce qu'on appelle un module d'apport notionnel. Donc, nous souhaitons que nos étudiants consolident leurs acquis et on va donc s'assurer qu'ils aient des bases solides dans les matières, hein, principalement scientifiques, hein, bien évidemment, pour ensuite mieux anticiper l'apprentissage des programmes de la formation visée. C'est-à-dire qu'au cours de votre année de prépa, chez nous, on va commencer à anticiper vos programmes de formation en école. Donc, en reprenant hein, certaines bases, notamment en physique, en chimie, en maths ou en SVT, en reprenant ces bases-là, vous allez voir qu'en fait, ça va vous permettre, lorsque vous allez intégrer les écoles, à prendre vraiment un bon départ dans ces écoles-là et dans ces formations-là. À cela s'ajoute, dans cette partie d'apport notionnel, hein, la préparation au certificat Voltaire, puisque vous avez vu hein, que parmi les compétences qui vont être requises dans toutes les formations paramédicales qu'on a présentées ce soir, un bon niveau de français est attendu. Dans toutes ces professions, hein, je l'ai déjà dit, mais vous allez être amené à rédiger des rapports, à organiser des réunions, à parler avec des patients, avec des clients également, avec des professionnels de santé. Et donc, c'est important d'avoir une bonne syntaxe, une aisance orale, mais également de ne pas faire trop de fautes d'orthographe, hein, ni de grammaire, de syntaxe, etc. Donc, au cours de votre année de préparation chez nous, on va vous préparer à cette certification. Donc, cette certification ou ce certificat est reconnu, alors tant au niveau universitaire que professionnel, hein, voilà, puisque du coup, vous allez à l'issue de ce certificat et de ce passage d'examen avoir un vrai diplôme, un vrai certificat, une vraie reconnaissance, on va dire, de votre niveau en orthographe. Donc, c'est 2 heures d'épreuve hein, pendant laquelle on va vous interroger sur de l'orthographe, hein, tout simplement, de la grammaire, de la conjugaison. À l'issue, vous aurez un score qui sera établi sur 1000. Et plus ce score est élevé, et plus on reconnaît un niveau de français qui est élevé. D'accord ? Donc là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur votre CV à terme, si le score est suffisamment assez bon. Et c'est également un score que vous pouvez mettre sur Parcoursup, hein, notamment. Alors, ça s'apparente un petit peu pour ceux qui l'auraient potentiellement passé. Au TOEIC, en anglais, d'accord. Alors, ces compétences notionnelles seront abordées tout au long, bien évidemment, de l'année et nous allons également veiller à ce que vous puissiez acquérir une bonne méthode, une bonne méthodologie de travail, hein, notamment parce que nous, on le voit, voilà. Entre ce que vous allez faire, entre ce que vous faites actuellement au lycée et les études supérieures, eh bien, la méthode de travail à adopter, bien souvent, pas du tout la même. Donc, on veille bien évidemment à ce que vous puissiez avoir la meilleure méthodologie de travail possible. Voilà.
Et ces apports notionnels sont complétés par par un module de sélection ou ce qu'on appelle, nous, notre module plutôt professionnel. D'accord ? Donc, dans ce deuxième module, pardon, ce qui sera abordé, ce sera principalement la sélection. En fonction des filières, notre accompagnement va porter sur la sélection via Parcoursup ou avec sur des disciplines, sur des filières qui auront des oraux supplémentaires, mais également sur le concours de l'ISRP. Voilà. Alors pour cela, nous accompagnerons nos étudiants à la rédaction de leur dossier Parcoursup, alors que ce soit leur dossier académique ou leur dossier plutôt, j'ai envie de classer dans autres, c'est-à-dire activités, centres d'intérêt, projets de formation motivés. Et on les accompagne, on gère avec eux un suivi individualisé, c'est-à-dire jusqu'à la saisie des vœux, de la saisie des vœux jusqu'à la fin, hein, c'est-à-dire véritablement on va clôturer Parcoursup avec eux, nos étudiants à la fin de leur formation. Il y en a pas un qui repart avec un Parcoursup encore en attente. Voilà. Alors, il sera important pour nous de les accompagner, bien évidemment, dans la globalité, afin de s'assurer de leur choix d'orientation, bien évidemment, et de valoriser leurs expériences professionnelles dans chaque filière. Et donc, pour valoriser leurs expériences dans chaque filière, des stages leur seront bien évidemment proposés. D'accord ? Alors, il y a des stages qui seront obligatoires et puis fortement recommandés sur les vacances scolaires. C'est-à-dire qu'un étudiant chez nous pourra faire autant de stages qu'il le souhaite, puisque du coup, nous sommes conventionnés et donc, par conséquent, nous pourrons lui donner des conventions de stage assez fréquemment. Donc voilà, donc véritablement l'accompagnement il est global sur les bases, sur les acquis qu'il y a à avoir, sur le français, les matières scientifiques, mais également sur toute la partie professionnelle et toute la partie sélection. Donc pour aller un petit peu plus loin dans ce qu'on propose, pour permettre à nos étudiants de réussir, on a mis en place une offre de formation qui est assez complète. Hein, voilà. Elle s'articule autour de 3 grands axes. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons travailler ensemble sur la consolidation des acquis pour chaque étudiant. Donc, on va notamment travailler sur des enseignements tels que la biologie, l'anatomie et la physiologie, qui sont des disciplines qu'on va mettre en place l'année prochaine dans notre formation, puisque ce sont des matières qui aujourd'hui sont développées dans les écoles. Et donc, nos étudiants nous ont fait la demande de les avoir en prépa. Donc, on les intègre dès l'année prochaine dans nos programmes de cours. Et puis, en fonction des filières choisies, il va y avoir de la science physique, notamment pour les audioprothésistes et les orthoptistes, des mathématiques, là également pour les audioprothésistes, et puis de l'expression écrite pour les psychomotriciens. Voilà, l'objectif, il est ici également, bien évidemment, de consolider les acquis et d'acquérir certaines nouvelles notions, notamment qui seront nécessaires lorsque les étudiants intégreront les premières années des écoles de psychomotricité, ergothérapeute, etc., etc. Ah, ça, on rajoute également le passage de la certification Voltaire, comme j'ai expliqué juste précédemment. Dans un second temps, on va essayer de travailler au travers du module professionnel. On va essayer de construire, de valoriser et de concrétiser le projet de l'étudiant. Donc, pour cela, chaque étudiant aura la possibilité d'obtenir des conventions de stage, et ce, tout au long de l'année. Et ce, également, dès les résultats du baccalauréat. Donc, pour les étudiants qui seront inscrits chez nous, ils pourront, dès l'été, dès juillet, commencer à faire des stages. D'accord ? Et donc, ensuite, en cours d'année, il y aura des périodes de stage qui seront prévues. Donc, en fonction des écoles, c'est sur les vacances scolaires. D'autres écoles Galien vont banaliser certains moments dans l'année pour que les étudiants puissent faire leur stage sur une temporalité bien précise. Voilà, mais en tout cas, des stages seront obligatoires, bien évidemment. À cela va s'ajouter des sessions de découverte des métiers, avec notamment des témoignages d'anciens étudiants ayant intégré des écoles.
Donc, cela pourra se faire directement en classe ou via des visioconférences. Donc là, dernièrement, des rencontres ont été organisées entre nos étudiants et puis d'anciens étudiants. Alors, ces rencontres sont toujours très riches d'enseignements, bien évidemment, pour l'ensemble d'entre eux. Et puis, c'est toujours une très grande fierté pour nos anciens étudiants de venir partager leurs expériences et leurs conseils à leurs futurs copains de promo, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça s'organise chez nous en interne à Galien. Sur cette année de prépa également, on va vous permettre d'être pleinement accompagné, que ce soit sur Parcoursup comme nous l'avons vu précédemment, donc notamment sur l'aide à la rédaction du dossier, sur la valorisation de vos expériences, c'est-à-dire que comme Pierre l'a expliqué en réponse à une question, pour chaque expérience professionnelle, même si elle n'est pas forcément en rapport pile poil avec la formation visée, elle pourrait être travaillée de façon à la rendre importante, cette expérience professionnelle. Donc, par exemple, du babysitting, comme ça a été cité, voilà, ça peut indiquer que vous êtes ponctuel, que vous savez faire preuve de responsabilité, d'engagement, voilà. Et puis, on va également vous accompagner sur la stratégie des vœux. Voilà. C'est-à-dire qu'on va essayer, comme on l'a dit également, en fonction du bac que vous avez, en fonction des écoles, en fonction du nombre de places dans chacune des écoles, et bien vous orienter pour sélectionner les meilleures écoles qui sont en rapport avec votre cursus. Voilà. Donc, tout au long de l'année, voilà, bien évidemment, vous avez un accompagnement en groupe et puis vous avez des rendez-vous individuels qui seront pris avec nos étudiants pour faire un point sur leur dossier. Comme je le disais, on met vraiment un point d'honneur à ce que chaque étudiant qui sorte de notre promo ait leur Parcoursup validé définitivement. Voilà, on ne laisse pas de place au doute là-dessus. Enfin, et ça, c'est le petit plus, c'est la 4e partie de notre formation, de notre offre de formation concernant ces filières. Nos prépas sont à dimension humaine, c'est-à-dire que nos classes sont à effectifs réduits. Ça, c'est un objectif, bien évidemment, c'est de garantir les interactions, les échanges entre les enseignants et les étudiants. Voilà. Et nous avons également un réseau d'écoles partout en France, ce qui nous permet de garantir à nos étudiants des programmes de cours qui sont en parfaite adéquation avec les programmes des concours et des formations. Nous pouvons également compter sur la force de notre réseau national, mais également sur les compétences de nos référents pédagogiques nationaux pour déployer nos formations avec précision et connaissance. C'est notre véritable force, c'est-à-dire qu'on obtient des informations importantes assez rapidement et on les communique très vite également à nos étudiants et souvent avant tout le monde. Donc là, véritablement, le fait qu'on soit un réseau d'écoles nous permet d'avoir toutes ces informations clés et décisives bien souvent dans votre dossier, dans votre réussite, quoi. Voilà. Donc, on va rentrer encore un petit peu plus dans le détail, voilà, pour vous expliquer encore un petit peu plus ce qu'on met en avant tout au long de l'année pour vous accompagner. Donc, comme vous l'avez vu et compris, l'intégration dans une école n'est pas forcément très simple. C'est-à-dire que les écoles demandent beaucoup de compétences, voilà, beaucoup d'attendus. On a fait le point juste avant. Et les modalités de sélection, elles sont encore aujourd'hui exigeantes, bien évidemment. Donc, notre accompagnement a été pensé pour mettre toutes les chances de votre côté pour intégrer l'école souhaitée. Donc, pour les filières proposées ce soir, ce n'est pas indiqué, mais du coup, je fais juste un petit focus. Nos formations s'articulent ainsi. Vous avez une formation chez nous qui dure environ 7 mois, à peu près de mi-septembre jusqu'à fin avril, à peu près, ce qui correspond en fait à 24 semaines de cours plus 2 semaines de stage obligatoire. Donc à ça, vous ajoutez également les vacances scolaires, voilà, c'est-à-dire qu'on banalise les vacances scolaires, bien évidemment, et ça vous fait voilà, les 7 mois de formation. Pour vous indiquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, mi-septembre, on fait une rentrée mi-septembre, on va jusqu'à fin avril, début mai pour les formations qui finissent un petit peu plus tard. Donc, tout au long de votre année au sein du cours Galien, vous aurez donc bien évidemment des cours. Vous serez entouré d'équipes qualifiées, et ce, dans tous les centres galiens de France, bien évidemment. C'est ce qui fait notre principale force et c'est ce qui a aussi fait notre notoriété depuis un peu plus de 30 ans. Donc, nos enseignants sont soit des professionnels, soit des enseignants, mais ils sont tous des spécialistes des concours pour lesquels ils enseignent. Ils connaissent parfaitement les exigences et les attendus dans chacune des écoles. Pour la plupart de nos enseignants, ils fonctionnent depuis, on a une équipe, des équipes enseignantes qui sont très, très stables dans nos écoles. Et donc, on a
vraiment des experts voilà, pour vous accompagner sur toutes ces matières et sur toutes ces matières, sur tous ces apports notionnels, on va dire. Nos classes, comme je l'ai dit juste avant, sont à effectifs réduits pour garantir les interactions et les échanges entre nos enseignants et les étudiants. On a également des enseignants qui sont extrêmement disponibles pour nos étudiants, bien évidemment, puisqu'ils sont disponibles au sein des écoles, mais également par mail pour la plupart d'entre eux. Et vous aurez également accès donc à des supports pédagogiques de qualité, que ce soit des polycopiés, des fiches de cours ou des fiches de synthèse. Voilà, tout ça, c'est également donné par les enseignants, mais également, on a des référents nationaux pédagogiques qui vous donnent des supports de cours sur lesquels vous pouvez travailler. Nos étudiants ont également à disposition une plateforme numérique qui est appelée chez nous Studius, et elle leur permet d'avoir accès à leur planning, à leurs notes, à une bibliothèque numérique, mais également à une plateforme d'e-learning. La plateforme d'e-learning a cet avantage qu'il vous permettra de pouvoir prolonger votre entraînement, notamment pour les étudiants qui passeraient des concours tels que l'ISRP. Voilà, vous avez notamment des annales corrigées, des annales concours. Voilà. Et enfin, afin de pouvoir valider les acquis de nos étudiants, on a fait le choix de les évaluer de façon hebdomadaire. Donc, au travers de devoirs, de concours blancs, d'oraux blancs, de devoirs surveillés. Cela permettra, et surtout nous permettra, de pouvoir suivre les évolutions de nos étudiants tout au long de notre année de formation. Donc, ces évaluations seront par la suite intégrées dans les dossiers Parcoursup et permettront d'attester de leur niveau obtenu à l'issue de cette année de prépa. C'est-à-dire que nous, à l'issue d'une année de prépa, on va donner à nos étudiants des bulletins scolaires dans lesquels il y aura des notes, des classements, des appréciations qui permettront d'attester d'un certain niveau obtenu tout au long de cette année. À noter également que les étudiants qui préparent le concours de l'ISRP auront un concours blanc national regroupant l'ensemble de nos étudiants en psychomotricité sur l'ensemble de nos centres, et ça se fait en règle générale courant janvier. Cette année, ça tombe pile poil bien, le concours blanc pour nos psychomotriciens avait lieu cette semaine. Voilà, le concours blanc national avait lieu cette semaine dans tous les centres galiens de France. Cela permet en fait aux étudiants d'être en situation concours et de se mesurer avec d'autres étudiants de l'année. Donc, vous avez un classement national qui se fait à l'issue de ces épreuves. Donc, même si ça a ce côté un peu, je me compare à mes autres concurrents de l'année, il faut bien comprendre par là qu'au sein des centres courgaliens, vous avez une véritable bienveillance entre les étudiants. On est vraiment dans le partage, dans la cohésion, dans la bienveillance. Notre objectif, c'est que l'intégralité de nos étudiants intègre une école, bien évidemment, et donc la concurrence est saine entre eux. Voilà, il faut bien le noter. Souvent, on a peur de faire une prépa en pensant que la concurrence va être rude et certains étudiants peuvent potentiellement mal vivre cette année. Non. Chez nous, on est vraiment sur de la bienveillance et sur de l'accompagnement à la réussite. Voilà. Et ça se fait par l'entraide principalement. Voilà. En ce qui concerne notre encadrement désormais, et ça va principalement intéresser les parents qui sont dans l'audience, on met un point d'honneur au suivi de nos étudiants, véritablement. C'est-à-dire qu'il y a un suivi des absences afin d'identifier les étudiants en décrochage. Donc, on avertit les parents par mail dès que l'étudiant n'est pas présent, ne se présente pas à un cours. Et si c'est récurrent, eh bien, écoutez, voilà, on fait le nécessaire pour qu'on puisse voir ce qui se passe avec cet étudiant et pourquoi il est actuellement en décrochage. Il y a également une élection de délégués et il y aura des conseils de classe. Ça nous permet tout simplement de suivre l'évolution de nos étudiants au sein même de la classe et de répondre bien évidemment à toutes leurs interrogations. Donc voilà, il y a également des rendez-vous individuels avec nos étudiants, des rendez-vous individuels avec les parents, avec des enseignants, avec les responsables pédagogiques, afin de faire un point sur leur motivation ou leur choix d'orientation. Voilà. Et parce qu'on a compris depuis très longtemps que pour réussir, nos étudiants avaient besoin d'un endroit calme et sécurisé leur permettant de pouvoir travailler, nous mettons à leur disposition nos locaux qui sont ouverts 7 jours sur 7 et dans lesquels partage et cohésion sont au service de leur réussite. Et puis, notre objectif est bien évidemment de leur fournir de bonnes conditions de travail. Donc, on permet à nos étudiants d'avoir également accès à la Wi-Fi. Alors aujourd'hui, ça paraît simple et logique, mais en tout cas, voilà, c'est le petit détail qu'on indique également en plus. Nos étudiants peuvent avoir accès à Internet complètement et pleinement en étant chez nous.
Donc, on en a parlé juste un petit peu rapidement avant, mais je refais un petit focus dessus. Afin d'être préparé du mieux possible, on met tout en œuvre, et ce très tôt dans l'année, hein, bien évidemment, pour vous permettre et pour vous mettre dans des conditions optimales de réussite. C'est-à-dire que nous vous fournissons dès les résultats du bac des conventions de stage afin que vous puissiez commencer votre immersion dans le monde professionnel pendant les vacances scolaires, les vacances estivales, hein, si vous le souhaitez. Et puis, nous vous fournissons également de quoi travailler pendant votre été, avec la mise à disposition de ce qu'on appelle, nous, des cahiers d'été, dès fin juillet, voilà, pour vous permettre de vous remettre à niveau sur certains pavés. Donc, en fonction de la filière que vous aurez choisie, eh bien, vous aurez du français, de la biologie, de la physique-chimie, de la physique-chimie, des maths. Et pour être sûr que vous ayez bien travaillé pendant cet été, pendant l'été, il y a un devoir surveillé sur table qui sera mis en place lors de la première ou de la deuxième semaine de votre intégration en école. Voilà, ça nous permet tout simplement, et ça permet tout simplement aux enseignants qui travaillent sur les matières de vérifier que les prérequis sont bien maîtrisés, hein, tout simplement. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on met en place, nous, pour pouvoir vous accompagner. Donc, c'est une année qui est assez riche. C'est une année également qui vous fait prendre beaucoup en maturité. Voilà, on vous demande de travailler parfois sur des dossiers à l'oral. Voilà, c'est une année, en tout cas, nos étudiants en ressortent grandis et plus matures. En règle générale. Donc, ce qui le traduit le mieux, tout ça, eh bien, ce sont nos taux de réussite. Voilà. Donc là aussi, hein, vous l'aurez bien évidemment compris, la réussite de nos étudiants, c'est bien évidemment notre priorité, hein, c'est pourquoi on se lève tous les matins, hein, bien évidemment, et ça depuis 30 ans en tout cas. Alors, on est plutôt fiers d'eux parce que là-dessus, ils nous le rendent plutôt bien. Donc, on a mis les taux de réussite Galien sur la dernière année, là, sur l'année qui s'est écoulée, donc l'année dernière. Donc, vous avez devant vous ce qu'on appelle, nous, les taux d'admission dans les écoles. Donc, on les a présentés dans les tableaux précédents. Et vous avez les taux de réussite Galien. Alors, je mets juste un petit entre parenthèses, on n'a pas présenté le métier de pédicure podologue au cours de cette réunion, puisqu'en fait, nous avons très peu d'étudiants en pédicure, podologie et pédicurie chez nous au sein des établissements cours Galien. Néanmoins, c'est complètement possible de prendre cette filière-là pour ceux qui souhaiteraient intégrer une école, et notamment pour ceux qui souhaiteraient se remettre à niveau, notamment sur la partie biologie. Voilà. Donc, en tout cas, les étudiants qu'on a en podologie chez nous intègrent à 100% une école, mais c'est complètement possible de pouvoir le faire. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent dessus et on n'a pas forcément eu de questions au départ. Enfin, on a eu une petite question au départ, on n'a pas fait un focus métier, mais en tout cas, c'est possible d'intégrer Galien en podologie tout de même. Voilà. S'il y a des questions par rapport à ça, on pourra revenir également juste après, hein, bien sûr. Alors, j'en ai fini, hein, voilà, avec la présentation. Donc, concernant les inscriptions, je fais juste également un petit point là-dessus avant de pouvoir répondre aux questions concernant cette partie. Les inscriptions sont ouvertes, hein, bien évidemment, chez nous. Donc, je pense que Pierre vous a mis en lien la plaquette à télécharger sur notre site internet. Donc voilà, vous pouvez vous rapprocher concernant les inscriptions et le nombre de places dans chacune des écoles Galien de France auprès donc, du cours Galien le plus proche de chez vous. Vous pouvez directement appeler le secrétariat dans chacune des écoles. On prendra bien évidemment contact avec vous pour prendre un rendez-vous, faire un point sur votre orientation et sur votre choix d'intégrer une de nos écoles sans aucun souci, avec un immense plaisir. Hop, effectivement, je viens de voir que Pierre avait mis le lien de nos sites internet, notre brochure, nos chiffres Parcoursup et notre guide Parcoursup. Voilà, donc vous avez absolument tout en lien dans le petit chat qui est juste à côté. Voilà, guide Parcoursup, je le précise, dans lequel vous trouverez du coup des conseils justement pour vous aider déjà sur la phase de Parcoursup là, qui vous attend, qui a démarré. Donc vous pourrez, voilà, c'est déjà une mine d'informations que vous pourrez aller consulter rapidement.
Alors, je remonte un petit peu dans les questions. Pour la prépa Galien, y a-t-il des modalités d'admission? Alors, pour ces filières, il n'y en a pas spécifiquement, hein, des modalités d'admission. Par contre, on va prendre rendez-vous avec chaque étudiant pour faire un point sur son projet de formation, enfin sur son projet d'orientation, hein, également. Voilà. Enfin, nous, tout du moins à Dijon, on met un point d'honneur à rencontrer chacun de nos étudiants. On aime bien, voilà, les rencontrer, faire un point avec eux. Mais il n'y a pas de modalité spécifique d'admission. Voilà. Pas de critères. On fait un point sur votre CV académique. Donc, sur votre parcours antérieur, sur vos notes, on aime bien voir vos bulletins, puisque l'objectif également de ces rencontres, c'est de vous guider, c'est de vous orienter dès la première fois qu'on se rencontre, hein, clairement. Donc, voilà, en tout cas, mais il n'y a pas de modalité très spécifique. Alors, à noter tout de même, hein, parce que du coup, on a souvent la question, vous ne nous trouverez pas sur Parcoursup. Nous sommes une prépa privée hors contrat, donc si vous souhaitez faire une inscription auprès des cours Galien, ce sera une inscription en dehors de Parcoursup directement auprès de nos écoles. Voilà, j'anticipe la question. Ça peut être une question qu'on a souvent. Donc voilà. Alors, on a également, vous ne proposez pas de cours culture sanitaire et sociale, ni de psychologie. Voilà. Une élève ayant 18 ans en décembre pourra-t-elle effectuer un stage dès l'été? Alors, concernant la partie culture sanitaire sociale dans la formation et la psychologie, non, effectivement, notre formation se base principalement sur les matières qui sont scientifiques. Voilà, on va principalement travailler sur les matières qui sont scientifiques, puisque ce sont les matières qui, pour nous, sont les plus compliquées à maîtriser pour les étudiants. Voilà, donc c'est… Je me permets d'intervenir. Ce sont effectivement les matières les plus difficiles à maîtriser par nos étudiants. Et ce sont surtout ces matières-là qui correspondent aux attendus en fait, des filières. Hein. C'est-à-dire que sur les filières paramédicales scientifiques, hein, les filières qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, les attendus sont bien sur des compétences scientifiques liées au programme du lycée. Voilà, plus que sur un programme de psychologie ou un programme de culture sanitaire et sociale. Après, néanmoins, voilà, pour votre culture personnelle, hein, vous pouvez, pourquoi pas, commencer à lire en tout cas des ouvrages sur ces thématiques-là. Hein, ça fera pas de mal. Mais en tout cas, pour être pris, si vous voulez, sur Parcoursup, il faudra justifier d'un niveau académique sur ces filières-là. Et d'où l'intérêt voilà, de suivre notre formation, hein, si ça ne fonctionne pas cette année en termes de sélection pour vous, justement pour renforcer votre dossier et faire preuve finalement d'une mise à niveau plus importante sur ces compétences scientifiques qui sont attendues. Et pour répondre à votre deuxième question sur la possibilité de faire un stage, donc alors, l'élève ayant 18 ans en décembre pourra-t-elle effectuer un stage dès l'été? Oui, normalement, vous pourrez effectuer un stage dès l'été. Il faudra par contre peut-être une autorisation parentale pour les élèves, les étudiants de moins de 18 ans. Pauline, tu confirmes? Oui, c'est possible. Nous, on va demander effectivement une autorisation parentale. Bien souvent, le maître de stage va demander une autorisation parentale, une sorte de décharge, hein, tout simplement, vous autorisant notamment si c'est quelqu'un qui utilise la voiture pour se déplacer dans certains lieux, voilà, d'autoriser à prendre la voiture pour le jeune mineur. On pourra également… voilà, vous faire signer des décharges. Après, ça va aussi dépendre du maître de stage. Hein. Clairement, il y a des maîtres de stage qui accepteront sans aucun problème le fait que l'étudiant soit mineur. Pour d'autres maîtres de stage, ça peut être potentiellement un petit peu plus complexe et compliqué et ils pourraient refuser. Mais en tout cas, nous, de notre côté, ça pose absolument aucun souci. S'il faut faire signer des décharges, là-dessus, on se charge également on peut voir avec vous hein, pour les modalités administratives. Et si le maître de stage le demande, moi, ça m'est déjà arrivé de signer… avec la maman et avec les parents, bien évidemment, d'autoriser, hein, conformément avec les parents, le fait que l'étudiant mineur fasse un stage, sans aucun problème. Sachez également, pour ceux qui auront la chance d'intégrer une école paramédicale dès l'année prochaine, si vous avez 18 ans, effectivement, dans l'année où vous intégrez la formation, c'est-à-dire pour décembre de 2022 ou plus tard, vous pourrez déjà effectuer des stages effectivement avant votre anniversaire et avant vos 18 ans. Il n'y a pas de frein par rapport à ça. Ceux qui ont un an d'avance, par contre, et qui sont nés en fin d'année,
Là, par contre, ça peut être un peu plus problématique. Il faut vous rapprocher des écoles paramédicales, mais effectivement, si vous êtes trop jeune, plutôt 16 ans, là, vous n'aurez pas possibilité de faire de stage. Alors, est-ce que le pass sanitaire est obligatoire pour intégrer les écoles en paramédical? Alors, si ça concerne Galien, non. C'est-à-dire que en règle avec conformément aux règles en vigueur actuellement, pour intégrer les écoles, que ce soit les lycées ou les centres de formation, le pass vaccinal aujourd'hui n'est pas obligatoire. À ce jour, en tout cas. C'est-à-dire que pour venir étudier chez nous, on ne vous le demandera pas. Néanmoins, pour intégrer les écoles en paramédical, je ne pense pas non plus, puisque du coup, elles sont régies par le même ministère que nous et elles sont exactement sous la même égide que ce soit centre de formation, lycée, université. C'est-à-dire que le pass vaccinal ne sera pas demandé jusqu'à l'ordre. Voilà, jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire conformément aux mesures actuellement en vigueur. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est valable pour la partie école, hein, c'est-à-dire les cours dans la structure de l'école. Par contre, pour les stages, les structures médicales demandent obligatoirement, évidemment, le pass sanitaire. Hein. Et donc, si actuellement, en tout cas, les étudiants qui n'ont pas de pass sanitaire ne peuvent pas effectuer leur stage et donc valider leur année au sein des écoles paramédicales. On est même sur un pass vaccinal hein, désormais, donc pour le coup… Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est à savoir, hein, vous voulez travailler dans le secteur de la santé. Bon, là, actuellement, c'est la règle. On va voir comment ça évolue effectivement dans les mois à venir. Parce que dans 6 mois, la situation sera encore certainement très différente d'aujourd'hui. Mais si la situation restait comme aujourd'hui, ça serait un pass sanitaire, voire un pass vaccinal obligatoire pour les stages. On a une dernière question concernant les dates butoirs d'inscription au cours Galien. Alors, il n'y a pas de véritable date butoir. C'est surtout la composition de nos classes hein, qui vont vous indiquer. Après, on vous conseille dans tous les centres de vous inscrire relativement assez tôt, parce que du coup, on a des classes qui se complètent très vite et très tôt. En règle générale, par exemple, voilà, dans toutes les villes, autour de mai, on est quasiment sur des promotions qui sont véritablement complètes. Et après, vous êtes sur liste d'attente. Et pour le coup, pour intégrer une de nos écoles, c'est les refus Parcoursup ou les intégrations Parcoursup hein, qui vont faire un petit peu la moulinette, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, nos classes sont assez vite remplies, puisqu'en fait, on est aussi sur des promos, comme on vous l'a indiqué, sur des promos à effectifs réduits. Donc, si vous véritablement vous souhaitez intégrer une classe, que ce soit dans n'importe quelle ville de France, on vous conseille de vous y prendre assez rapidement, en règle générale. Voilà. Bon, juste pour compléter, voilà, au niveau des modalités de préinscription, vous avez possibilité de vous préinscrire en fait dans nos établissements. Pour cela, on vous demande de verser un petit acompte de 190 € pour bloquer en fait votre préinscription, qui vous sera remboursé voilà, en cas d'acceptation après suite au résultat Parcoursup. Et si jamais vous n'êtes pas pris sur Parcoursup, au moins ça vous garantit d'avoir une place dans nos promotions. Et ensuite, les frais de scolarité seront prélevés qu'à partir de l'été, selon un échéancier voilà, qu'on vous communiquera au moment de l'inscription. Mais ne tardez quand même pas trop, parce que c'est vrai que là, actuellement, on reçoit quand même beaucoup de demandes. Hein, c'est la période sur les vœux d'orientation. Même si on n'est pas sur Parcoursup, on est quand même sollicité voilà, tous les jours. Et là, notamment pendant les vacances scolaires, chaque année en février, c'est une période sur laquelle on reçoit beaucoup de rendez-vous voilà, d'étudiants, de familles intéressées par les formations paramédicales. Et c'est une période d'inscription, effectivement, pour la prépa. Voilà. Le mois de février est assez rythmé dans tous les centres galiens de France, effectivement. Donc, voilà. On a également pas mal de portes ouvertes dans l'intégralité de nos centres qui sont assez prisés également par les étudiants souhaitant faire des études dans le paramédical. Voilà. Vous retrouvez d'ailleurs les dates de nos portes ouvertes, hein, si ça vous intéresse, directement sur le site internet, sur l'adresse que je vous ai communiquée un peu plus haut dans le chat.
À noter que si jamais la date de porte ouverte ne vous correspond pas, hein, parce que vous n'êtes pas disponible, c'est principalement sur des samedis, hein, les portes ouvertes. Vous avez la possibilité dans tous les centres de France de prendre des rendez-vous individuels avec un membre de l'équipe pédagogique sans aucun problème. Donc, à tout moment, vous pouvez nous solliciter. Donc, si on s'inscrit, sommes-nous engagés? Donc, comme l'a dit Pierre juste avant, vous vous préinscrivez, c'est-à-dire que voilà, il y a un dépôt de chèque de 190 €, hein, voilà. Et puis, si vous êtes accepté dans une école, eh bien, ça fait partie des modalités de remboursement sans aucun problème. Voilà, mais en tout cas, si vous n'êtes pas accepté, ben, vous aurez une place garantie, en tout cas chez nous. Pour retrouver d'ailleurs le dossier d'inscription, dans la brochure également que je vous ai communiqué un peu plus haut dans le chat, que vous pouvez télécharger, vous aurez accès directement au dossier d'inscription et aux modalités voilà, de règlement, etc. Et donc, sur la réponse, sur samedi, donc effectivement, nous avons sur Dijon des portes ouvertes de 10 h à 16 h. Et effectivement, s'il y a des personnes qui souhaitent s'inscrire sur place, on peut procéder aux inscriptions directement sur place sans aucun problème. Ah, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Sur Strasbourg, quand est la porte ouverte? Alors, normalement, la prochaine journée porte ouverte sur Strasbourg, si je ne me trompe pas, est le 5 mars. Je crois que c'est le 5 mars, effectivement. Il me semble avoir vu le 5 mars. Voilà. Je vais le vérifier. Après, voilà, vous avez un petit peu de temps du coup pour Strasbourg. Ce que je vous invite en tout cas à faire éventuellement pour Strasbourg, c'est de profiter peut-être de la période de vacances, si vous avez un petit peu de disponibilité pour prendre un rendez-vous. Vous passez un petit coup de fil à notre centre strasbourgeois, à notre école, et on vous calera un rendez-vous voilà, avec soit le directeur de la structure ou un responsable pédagogique. D'autres questions? On a encore le temps de prendre une question ou deux supplémentaires, si vous voulez. Bon, très bien. Écoutez. Parfait. Je pense qu'on va en rester là du coup pour ce soir. On vous remercie de votre attention, de votre participation et que ce soit de manière orale, on ne vous a pas trop entendu, mais en tout cas de manière écrite, beaucoup. On espère avoir répondu en tout cas à toutes vos questions. Toutes nos équipes restent à votre disposition voilà, dans les cours galiens les plus proches de chez vous. Encore une fois, n'hésitez pas voilà, à nous solliciter. Je vous souhaite une bonne continuation, en tout cas pour ceux qui préparent le bac cette année. Et on vous dit à très bientôt voilà, dans nos écoles pour échanger de manière un peu plus individuelle sur votre projet d'orientation. Merci à tous et très belle soirée. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.